effectivement un sujet. Mais William Tay, on est en plein quoi qu'il en coûte. On parle de 10 milliards d'euros. Les Français, ça peut aussi les braquer d'entendre que pour les 10 milliards de la dépendance, il va falloir faire les fonds de tiroir ou remettre en place la réforme des retraites et qu'on a pu débloquer des centaines de milliards en revanche pour la relance, pour l'économie, pour les entreprises. Il y a une différence, c'est que les plans de relance, c'est des dépenses conjoncturelles. Ils sont liés à la crise. Ça veut dire qu'en fait, vous dépensez en une seule fois. Une dépense sur le financement et sur la dépendance, en fait, c'est du structurel. C'est-à-dire qu'on dépenserait 10 milliards d'euros par an et ce serait une somme qui augmenterait parce que ça serait lié au vieillissement de la population. Donc le besoin de financement serait croissant. Comme vous l'avez souligné, on a un problème depuis 40 ans en France, c'est que le nombre d'actifs se réduit. Le nombre de personnes qui travaillent se réduit de plus en plus et on a travaillé de moins longtemps avec le passage de la retraite par François Mitterrand de 65 à 60 ans. Le problème, c'est que si on met en place 10 milliards d'euros de plus, c'est-à-dire qu'on va presser de plus en plus ceux qui travaillent alors qu'il y en a de moins en moins. L'idée, c'est de travailler plus par semaine et de travailler plus au long de la vie. Je pense qu'Emmanuel Macron a raison de la coupler avec la réforme des retraites parce qu'il faudrait travailler plus pour payer la crise. Vous avez 3 moyens de payer une crise en fait. C'est soit vous faites la guerre, soit vous faites l'inflation, soit vous avez de l'inflation, soit vous augmentez la productivité. Pour augmenter la productivité, il faut travailler plus et donc pour travailler plus, il faut coupler. Je pense que l'idée à la fois d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir une réforme de retraite qui soit systémique, système à points plus l'augmentation de l'âge, donc une réforme paramétrique, et de la coupler avec, pour parler aussi à son électorat de gauche, avec la réforme sur la dépendance. Voilà des annonces qui peuvent être très impopulaires, notamment la réforme de retraite. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, c'est dangereux. Non, mais mais en même temps, il vise l'électorat de droite, parce qu'en fait, c'est l'électorat de droite qui lui permettrait de gagner l'élection présidentielle en 2022. Et là, pour le coup, c'est populaire, la réforme des retraites. Il faut qu'il montre qu'il soit réformateur, parce que l'électorat de droite est entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui obtient le plus d'électorat de droite sera président de la République. Vous avez souligné un point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'à chaque fois qu'on va vouloir financer une réforme, on va se dire oui, mais le quoi qu'il en coûte, tout à coup, il doit prendre fin. On a réussi à dépenser des milliards pour. Mais oui, on a dépensé des milliards pour soutenir l'activité et éviter que l'économie s'effondre. Il ne faut jamais l'oublier. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça devienne ni une habitude, ni un mode de gestion d'un pays, parce que ce ne sera pas tenable à terme. Donc, on doit en sortir. À chaque fois qu'on va devoir financer donc une mesure, effectivement, ce qui est un peu problématique actuellement, c'est que la première mesure dont on dit qu'il va falloir qu'on trouve les moyens de financement, c'est une mesure sociale. C'est embêtant. Mais il faut bien qu'on commence par quelque chose. Et moi, je pense qu'il y a aussi des moyens qui est malheureusement de faire payer les plus seniors, pas seulement les actifs, mais les plus seniors, par une réforme des successions, par rogner un petit peu sur un certain nombre de niches fiscales dont ils bénéficient. Ça non plus, c'est pas très populaire, mais on n'est pas là pour être populaire, on est là pour préparer l'avenir. Allez, on a parlé bien notamment des entreprises. On va passer au deuxième thème de ce match. Les commerces non essentiels, notamment, ont pu rouvrir hier. Et déjà, les semaines qui suivent s'annoncent cruciales. Les soldes sont prévus pour le 23 juin prochain. Et en même temps que les commerces rouvrent, eh bien, le débat sur les soldes revient. Certains commerces réclament le report des soldes afin de pouvoir écouler leurs marchandises à plein tarif pour cette saison tronquée. Au contraire, les grandes enseignes veulent conserver les dates. Jean Castex lui propose une différenciation territoriale. Écoutez le Premier ministre. Ça nous a donné un mois de plus de vente à plein pot, comme je dis, ce qui nous a permis de refaire notre trésorerie. Il faut pouvoir différencier. Bien sûr, voilà, je crois. Ou alors vous avez une autre chose à réfléchir, c'est arrêter les soldes. La différenciation, ça j'ai depuis longtemps, mais la bout de solde... De toute façon, aujourd'hui, la loi nous l'interdit. Oui, de toute façon. Voilà, Éric Delannoy. Alors à quoi ça pourrait servir de faire de la différenciation territoriale? On entend beaucoup territoire dans le vocabulaire, ça a l'air d'être presque une formule magique. Alors, à quoi ça pourrait servir concernant les soldes? Concernant les soldes, ça pourrait faire en sorte d'avoir une différenciation là où les endroits ont besoin de consommation, parce qu'en fait, on se rend compte que 80% de la consommation pendant les soldes ne correspondent pas à des biens qui sont nécessaires. Quand je dis nécessaire, c'est des besoins. Mais on prend des opportunités et on a envie de dépenser. Là, aujourd'hui, dans les régions, selon les différences régionales, on a évidemment des niveaux de vie différents et des besoins de consommation très différents. Des régions qui ont été beaucoup plus affectées par la baisse des revenus, notamment par rapport à la crise, qui nécessitent potentiellement qu'on leur fasse bénéficier d'une consommation moins chère, versus des endroits où l'industrie est plus importante, où les services sont plus importants, où les salaires ont pu être conservés pendant la crise. Donc pour moi, la différenciation territoriale, c'est aussi une prise en compte des différenciations de revenus pour lesquelles les soldes n'ont pas forcément la même signification.
Maintenant, il y a un vrai sujet sur les soldes. Le vrai sujet sur les soldes, c'est de savoir pourquoi on a des soldes et à quoi servent les soldes, quoi. Enfin, à quoi on renonce si on décale les soldes. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est compliqué. Et les petits commerces n'ont pas la même position que les grands commerces, n'ont pas les mêmes problèmes. Et là-dessus, bon, on pourra en reparler après, mais j'ai ma conviction sur le sujet. Effectivement, William Tay, la question c'est faut-il garder cette date pour vider les stocks, au contraire, retarder les soldes pour pouvoir conserver les marges. Et là, on voit s'opposer les grandes enseignes qui ont peut-être un peu plus de marge, les petits commerces qui n'ont pas du tout envie de rogner plus sur leurs marges et qui veulent pouvoir vendre leurs marchandises au prix actuel. Normalement, il ne faudrait pas opposer les petits et les grands parce qu'ils ont tous les deux été touchés par la crise sanitaire, notamment par la question des fermetures, confinement, couvre-feu. Mais ils sont en train de s'opposer. Dans les concertations, ils ne sont pas d'accord. Ils sont en train de s'opposer. Je pense que l'idée de différenciation territoriale a un sens, comme vous l'avez dit, c'est qu'en fait, ça permet de maximiser et pousser la consommation dans certaines zones déterminées. Mais est-ce qu'éventuellement, on pourrait tout simplement allonger la durée des soldes d'une à 2 semaines pour en fait l'étendre? Parce que si on opère une distinction, est-ce que ça va permettre de créer de la lisibilité? Je suis pas tellement sûr que les Français ont besoin de lisibilité. Si on avance de 2 semaines dans certains endroits et pas dans d'autres, une des parties des départements va se dire il y a un département qui est plus favorisé. Je pense que la donnée la plus simple, c'est de choisir une date qui est claire, mais éventuellement d'allonger la période des soldes afin de maximiser la reprise économique qui est liée à la question du déconfinement et de pousser la consommation pour permettre justement une reprise de l'activité économique très forte avant la rentrée de septembre. Eric Delana, vous aviez votre avis précis, vous, sur les soldes. Oui, parce qu'après réflexion, on se rend compte que les conditions de consommation d'aujourd'hui, après la pandémie, ne sont pas les mêmes qu'il y a un an. Aujourd'hui, on sent bien, si vous vous promenez dans les rues aujourd'hui, vous voyez tout le monde avec un paquet. Il y a une frustration considérable qui s'est engrangée et qui va se traduire aujourd'hui par une volonté de consommation. J'en déduis quoi? J'en déduis que par rapport à une année traditionnelle qui sont rythmées par les soldes dans des systèmes de consommation traditionnels, on est là plutôt dans un moment où les gens ont envie de dépenser de l'argent et consommer. Donc décaler la date des soldes ne me paraît pas être contradictoire avec le fait de résorber les stocks dans la phase actuelle dans laquelle on est. Et donc effectivement, décaler la date pour préserver les marges et allonger les soldes ensuite, ça permet d'être gagnant-gagnant, me semble-t-il. Alors je le disais, c'est un match à la fois économique, mais aussi un match politique. On a entendu à l'instant le Premier ministre, Jean Castex. Et Jean Castex, cette semaine, il est un peu partout. On le disait au début de cette émission, il est dans le Paris-Nice ce soir, en pyjama peut-être. Les caméras seront certainement là encore demain. Il est parti en soutien à Marc Fesneau pour les régionales. On l'a entendu toute cette semaine lors des questions d'actualité au gouvernement. Et j'en passe, ça ressemble à une offensive médiatique de la part du Premier ministre William Tay. Oui, il est là pour montrer que le gouvernement et l'exécutif est présent sur le terrain et est actif pour changer la vie des Français. Et je pense aussi qu'il joue aussi sa place. Il y a des rumeurs qui indiquent qu'il pourrait partir après les élections régionales si elles sont catastrophiques. Édouard Philippe est parti et pourtant il avait un meilleur bilan. Je pense que Jean Castex joue sa place à la fois pour lui-même et aussi collectivement parce qu'on aura dans un mois les élections régionales qui seront très importantes pour l'exécutif. Mais est-ce qu'il trouve son rythme pour vous? Parce qu'il a été beaucoup critiqué, notamment quand il est arrivé. C'est pas facile de passer après Édouard Philippe qui effectivement était très populaire. En plus, ça a été un monsieur déconfinement qui a dû confiner 2 fois. Donc c'est vrai que c'était pas facile pour lui. Moi, je pense que c'était pas le bon Premier ministre. C'était pas le bon choix. Je ne remets pas en cause ses qualités personnelles, mais c'est comme vous l'avez indiqué, c'est qu'il a été choisi pour incarner le déconfinement après la période difficile qu'avait porté Édouard Philippe avec notamment 3 crises, celle des Gilets jaunes, celle des retraites et la question de la crise sanitaire. Il était là pour ce qu'avait dit Emmanuel Macron, renouer avec les jours heureux. Finalement, pendant un an, nous n'avons pas eu les jours heureux et puis il incarnait une forme de caricature. On a pu moquer son accent, son manque de présence ou sa manque de lisibilité sur l'action gouvernementale. Je pense qu'Emmanuel Macron a tout intérêt, d'autant plus si les élections régionales s'annoncent comme difficiles, à changer de cap, à changer de Premier ministre pour mettre quelqu'un de plus volontaire qui incarne à la fois les réformes économiques qui vont être difficiles dans un temps de crise économique et sociale, et aussi la fermeté de l'ordre régalien. Jean Castex était un ancien préfet, malgré tout, il n'incarne pas l'ordre. Celui qui incarne l'ordre, c'est plutôt Gérald Darmanin. Et celui qui incarne la réforme économique, c'est plutôt Bruno Le Maire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'utilité de Jean Castex par rapport aux deux. Il y a des grosses personnalités au gouvernement. Alors qu'Édouard Philippe arrivait à synthétiser à peu près toute l'architecture gouvernementale. Pas facile de trouver sa place pour Jean Castex, selon vous. Pour autant, on voit que dans les derniers sondages, il gagne plutôt en popularité. Donc on a quand même aussi
cette impression qu'il s'installe. Oui, enfin c'est toujours difficile de faire ce type d'évaluation parce que ce sont quand même des gens qui ont des personnalités extrêmement finalement similaires. Ils ont des manières de faire peut-être différentes, mais finalement un engagement qui est similaire. Moi, vous voulez dire entre Édouard Philippe et Jean Castex? Oui, parce que Édouard Philippe avait une faconde et une présence qui était potentiellement et un charisme beaucoup plus important. C'est vrai que Jean Castex a un côté technocrate, vieille France qui peut le desservir. Mais c'était des hauts fonctionnaires issus de la droite, des gens de territoire. Voilà, donc on est sur des profils qui sont quand même pas si éloignés de ça, si ce n'est par l'apparence. Donc moi je me méfie toujours de l'apparence pour faire de la politique et je vois pas l'intérêt qu'il y aurait à changer de Premier ministre, et je me trompe peut-être complètement, à 1 an des élections présidentielles, alors qu'on va revenir sur une dynamique qui va se nourrir elle-même, sortir de la pandémie. On n'imagine pas, d'ailleurs on le voit depuis hier avec ce qui se passe dans les rues, enfin, c'est le retour à la liberté, c'est enfin un événement positif qui n'est pas arrivé depuis 1 an et demi. Vous savez, par rapport à ça, le choix d'un nouveau Premier ministre, ça va passer au-dessus de la tête des Français de manière absolument magistrale. Alors que je trouve qu'effectivement, on a un plutôt bon équilibre en termes de personnalité entre un Bruno Le Maire qui incarne l'économie de manière extrêmement positive, qui aura certainement un bilan positif sur ce sujet-là, et puis un Gérald Darmanin qui trouve sa place dans le régalien. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller recréer ou changer cette espèce d'équilibre qui a été difficile à trouver à 1 an de l'élection présidentielle. Même en cas de victoire du Rassemblement national dans la région sud, là où Jean Castex s'est positionné justement pour tenter cette alliance qui n'a pas très bien fonctionné avec la liste LR. Pour moi, ça reste un épiphénomène. La trajectoire du RN dans les régionales est une trajectoire qui malheureusement est croissante depuis 15 ans. Qu'on ait fait cet accord avec Renaud Muselier ou pas, dans les termes que souhaitait Jean Castex ou pas, ça n'aurait rien changé. Je pense qu'il y a un sujet de fond qui est la lutte contre le Rassemblement national. Changer Jean Castex ou ne pas changer Jean Castex n'y changera à rien. Et pour moi, la messe est dite, qu'il soit là ou pas là. Allez, il nous reste juste quelques minutes. Alors, on va tout de suite enchaîner sur le dernier thème de ce match, le retour de l'affaire Big Malion, le procès qui s'est rouvert aujourd'hui en l'absence de Nicolas Sarkozy. Cette affaire liée à la campagne de 2012, lors de laquelle l'UMP aurait tenté, via un système de fausses factures avec l'agence Big Malion, de masquer les dépassements de frais de campagne de l'ancien président de la République, William Tay. C'est l'affaire qui continue d'empoisonner la droite? Oui, ça empoisonne la droite et je pense que ça montre aussi le problème de la justice. Vous l'avez dit, c'est l'affaire de compte de campagne de 2012, on est en 2021, on n'a toujours pas le semblant de résultat. On ne sait toujours pas si c'est Copé qui a raison, si c'est Lavrieux ou si c'est un autre. On n'en sait rien du tout. On a uniquement des retours des copresses qui dénoncent plusieurs problèmes. Les fuites dans les dossiers vers la presse, ce qui est complètement illégal. Et le deuxième point, que la justice est plutôt lente. Ensuite, après, ça bloque la reconstruction de la droite parce que c'est un peu un retour au vieux démon du passé. Et ça empêche la droite de se reconstruire. Moi, j'espère que l'affaire soit jugée le plus vite possible, qu'elle aille dans un sens ou dans un autre. Et je pense que ça permettra à la droite de tourner une page définitivement pour se reconstruire et aller de l'avant. Éric Delannoy. Et est-ce que plus largement, ça n'illustre pas aussi les failles dans le contrôle du financement des campagnes électorales, un certain nombre de problèmes plus larges que cette affaire Big Malion? Alors, là, on ne parle pas de failles, au contraire. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de failles dans le contrôle des campagnes électorales qu'on a pu mettre au jour ce type de pratique, qui est une pratique quand même juste assez hallucinante quand même. Donc, sur le fond du sujet, je ne vais bien évidemment pas me prononcer par rapport à la justice, mais quand même, regardons un peu ce qui se passe, quoi. Il y a des dépenses qui ont été le double du plafond qui était prévu par la loi, le double. On ne parle pas d'un dépassement de 15%, on parle du double en dizaines de millions d'euros. Donc qu'on imagine que ceux qui étaient à la tête de ces partis-là ne soient pas au courant. Ne pouvaient ne pas s'en rendre compte. Pour moi, ça traduit tout un modèle politique que, de mon point de vue, l'élection d'Emmanuel Macron a tourné en termes de page. C'est cette manière de faire la politique dans laquelle on mélange affaires privées, affaires politiques, affaires financières, et qui dans un vaste sujet dans lequel on peut déplorer la lenteur de la justice, mais dans ces sujets-là, pour qu'on ait une justice on a besoin qui soit juste. Vous jugez que c'est par exemple avec la loi sur la confiance dans la vie publique, il y a eu ce type de... Bien évidemment. Ça a pu jouer. Ça a été, la première loi qu'a voté Emmanuel Macron en arrivant au pouvoir, ça a été justement une loi pour sécuriser la transparence et puis le comportement en politique. Donc on espère que ce type de pratique, on ne le verra plus. Et ça, effectivement, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça clorera
une étape et un certain temps. William Tay, c'est un symbole, cette loi, mais est-ce que réellement le quinquennat d'Emmanuel Macron a pu échapper à ce type de scandale pour vous? Non, puisqu'il y a eu les affaires sur Richard Ferrand ou les affaires sur François Bayrou qui n'ont pas encore été complètement jugées. Je pense qu'en fait, on a un problème, c'est qu'en fait, on a eu un changement de législation à partir des lois Rocard dans les années 90 et qu'on a un personnel politique qui était actif avant les années 90 et donc du coup qui était inspiré par des méthodes auxquelles on a pu appliquer une certaine rétroactivité. On l'a vu par exemple sur l'affaire Fillon. L'affaire Fillon, l'affaire commence en 1981, elle est jugée en 2017. Et c'est pour ça qu'on a un véritable problème. Je pense qu'on aurait dû mettre une sorte de... On aurait dû couper et prendre que les faits rentrant après 80, donc évidemment l'affaire Big Malion rentrait dans ce cadre, et je pense aussi que ça démontre un autre problème. C'est pour ça que l'affaire Big Malion, c'est important qu'elle soit jugée rapidement, parce qu'en fait, ça a été évoqué, c'était que c'est les vieilles guerres de la droite, et tous les acteurs en fait ont disparu. Ça concernait Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy et François Fillon. Les trois acteurs, sauf Jean-François Copé, sont plus ou moins de retrait de la vie politique. Lorsque cette affaire sera jugée, la droite pourra repartir de l'avant et proposer un nouvel horizon pour le pays, et je pense qu'avoir une droite, c'est essentiel comme avoir une gauche dans un pays démocratique. Eh bien merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des